Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexia Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Préhistorique, le podcast de Préhistory Travel. Je suis TMDJC et nous sommes partis pour une petite heure où nous allons discuter d'un sujet qui m'a été une fois de plus confié par la fantastique équipe du podcast, à savoir Mathilde. Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien. Je suis très contente de revenir pour un nouvel épisode de Préhistorique. Moi aussi, en plus, on enregistre dans presque les conditions du direct parce qu'on enregistre quasiment avant la sortie du podcast. Évidemment, tu n'es pas venue toute seule parce que tu es venue avec Alexia. Alexia, bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, j'ai super hâte. C'est un des sujets qui me tient le plus à cœur que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, je suis excitée comme une puce au salon de la moquette. Alors, quelle espèce de puce ? Ah, voilà, tu introduis déjà le sujet. Non, je ne suis pas calée en puce, désolée. Alors, le sujet que vous m'avez soumis, et puis que les gens peuvent lire du coup sur notre vignette, c'est « Les espèces n'existent pas ». Alors, on est d'accord qu'une fois de plus, vous m'avez lancé un sujet en mode, bon, quelle va être la réaction des gens quand on va lire le sujet ? Moi, j'avoue que quand je l'ai lu, je me dis, ok, les espèces n'existent pas. Pourtant, j'ai un petit peu l'impression qu'on m'a appris tout ça à l'école en long, en large et en travers. Et promis, aujourd'hui, j'essaierai de ne pas citer de dessin animé. Mais alors, pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Eh bien, parce que quand on était étudiante, c'était un sujet qui avait été abordé par un de nos enseignants. Et on s'était dit, ah oui, c'est vrai que la plupart des problématiques que l'on rencontre sur les catégorisations d'espèces en paléanthropologie reposent notamment sur le fait que les espèces n'existent pas. Et donc, effectivement, catégoriser des espèces quand c'est pas quelque chose qui existe intrinsèquement dans la nature, du coup, c'est soumis à débat automatiquement. Et ça a été un peu comme une lumière dans la nuit où on s'est dit « Ah oui, c'est pour ça que c'est si compliqué. » Voilà. Moi, c'est sympathique. Je suis totalement confus quand je vois donc le titre de cette émission. Et donc, voilà, là j'apprends aujourd'hui, enfin en tout cas, j'entends que c'est en train de me dire que éventuellement les espèces n'existent pas. La question qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire tout de suite, c'est quoi la définition de la notion d'espèce ? Alors, du point de vue strictement de la classification, l'espèce, ça représente la plus petite entité au-dessus de l'individu. Donc, en fait, vous avez les individus qui existent dans la nature, et ces individus, on essaye d'en faire des groupes, et ces groupes peuvent constituer potentiellement des espèces. Après, il y a plein de définitions d'espèces qui existent, en fait. La plus connue, que vous connaissez certainement, c'est celle qu'on nous apprend à l'école, c'est la définition biologique de l'espèce. C'est-à-dire que des individus appartiennent à une seule et même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux, et si la descendance est également fertile. Et ça, c'est Ernst Mayr en 1942 qui a formulé cette première définition. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Par contre, il y a plein de définitions différentes de l'espèce. En 1997, par exemple, on en recensait pas moins de 22 déjà. À savoir que depuis, il y a de nouvelles définitions qui sont apparues, notamment des définitions plutôt du point de vue génétique, avec les avancées de la génétique, etc. Donc en fait, définir l'espèce, il n'y a pas qu'une seule définition. En fait, l'espèce, c'est un concept général, en fait. C'est comme disait Alexia au début de cet épisode. L'espèce n'existe pas intrinsèquement dans la nature. Il n'y a que les individus dans la nature. Peu importe que la pâquerette qu'il y a dans mon jardin, je l'appelle pissenlit ou orchidée, ça change rien pour l'individu. Il va continuer de vivre sa vie de plante tranquillement. Mais par contre, ce qui existe, ce sont les concepts d'espèces, la notion que nous, êtres humains, avons inventé parce qu'on a cette envie de catégoriser et de classer le vivant pour pouvoir le décrire, pour pouvoir en parler. Mais dans la nature, c'est pas aussi simple que de mettre tout dans des boîtes bien rangées et de dire hop là, il n'y a jamais rien qui dépasse, ça reste dans le tiroir. Oui, parce que rappelons-le, l'évolution, c'est pas quelque chose qui se fait par palier, d'accord ? Quand les individus évoluent, c'est quelque chose qui se fait sur le plus ou moins long terme d'ailleurs, en fonction des différents individus, mais il n'y a pas d'un seul coup l'individu qui saute d'une boîte à l'autre en disant ok, j'étais ça, maintenant je deviens ça. Le fameux amphibien qui sort du lac et tout d'un coup il dit tiens, je suis bipède. Exactement, celui-là n'existe pas, clairement défini comme ça. Pardon, mais je l'ai vu dans un dessin animé. Oups, pardon, je ne le dirai pas. Tu as vrillé. Cette promesse, elle n'a pas tenu très longtemps. Mais voilà, la nature, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus complexe que notre volonté
volonté de hiérarchiser et de classer. Après, bien sûr, on en a quand même besoin pour comprendre, nous, le monde qui nous entoure. C'est quand même quelque chose qui est très particulier à notre espèce. Mais la nature, c'est plus compliqué que juste classer et de dire toi, t'es là, et puis voilà. On vient de donc définir quelque chose qui est particulier à notre espèce en disant que l'espèce n'existe pas pour la blague. C'est là qu'on voit le réflexe qu'on a. Allez, bon courage pour comprendre ce podcast. C'est exactement là que j'allais réagir. Mais alors, il y a deux choses dans ce que vous dites qui me posent question. La première, vous m'avez dit donc juste avant que pour qu'on puisse parler d'une espèce, donc on parlait d'espèces où les individus pouvaient se reproduire entre eux. Quand on parle d'animaux comme le tigron, par exemple, c'est pareil, vous m'arrêtez si je suis en train de dire une énormité, mais je crois que le tigron ne peut pas se reproduire, lui. Donc en fait, il est pas considéré comme une espèce. Alors, le tigron, déjà, comme il n'y a que quelques individus, on ne peut pas vraiment les considérer comme une espèce à part entière. Alors ça, après, il faudrait débattre avec des zoologistes exactement s'il y a un nombre minimal d'individus, mais du coup, c'est plutôt que les 2 espèces par an sont considérées comme étant bien des espèces séparées. Oui, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais le tigron, c'est donc le fruit de l'union d'un tigre et d'une lionne, si je ne dis pas de bêtises, dans ce sens-là. Peut-être à vérifier, je ne sais pas. Sinon, l'inverse, c'est je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il y en a un, le mâle et le lion, et la femelle. C'est entre les lions et les tigres, en tout cas. Ouais. Mais du coup, les lions et les tigres sont bien considérés comme 2 espèces séparées d'après ce fameux critère d'interfécondité, qui est celui qui est plus expliqué, le plus utilisé, pardon. Mais c'est quand même plus compliqué que ça, parce que si on prend par exemple le cas des ours polaires et des grizzlies, normalement, ce sont 2 espèces différentes qui vivent dans des environnements différents. Mais malheureusement, à cause du réchauffement climatique, les 2 espèces tendent à se croiser de plus en plus. Et il y a des unions, et on a des petits hybrides qui naissent d'un ours polaire et d'un grizzly, qui sont appelés pisli ou gros lard. Personnellement, je préfère pisli, parce que gros lard, je trouve ça agressif. Mais il s'avère que les pisli sont bel et bien fertiles. Donc on a bien une descendance fertile de 2 espèces que l'on considère pourtant comme étant différentes. Donc là, la question se pose. D'accord. D'après le critère d'interfécondité d'Ernst Mayr, on est censé dire que c'est une seule et même espèce. Le problème, c'est que si on fait ça, on efface des milliers d'années d'évolution séparée des ours polaires et des grizzlies. Parce qu'ils ont un ancêtre commun qui remonte à plusieurs milliers d'années. Et chaque lignée a une évolution différente. Ils sont différents génétiquement, ils sont différents morphologiquement. Donc si d'un seul coup, on décide de dire que d'après ce simple critère d'interfécondité, on doit les réunir, mais ça efface des milliers d'années d'évolution séparée. Et si je peux encore complexifier le truc en revenant sur le tigron, la femelle est fertile. Mais elle peut se reproduire qu'avec un tigre. Eh ben, tu me l'apprends. Je ne le savais pas du tout. Merci beaucoup, Alexia. Débrouillez-vous avec ça. C'est encore plus compliqué. Mais du coup, juste pour dire que ce critère d'interfécondité, il fait quand même pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique, parce que c'est quand même plus compliqué que de simplement dire ça. Et surtout, c'est quelque chose c'est difficile de tester le critère d'interfécondité sur des zones géographiques qui sont immenses. Enfin, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a jamais de reproduction entre 2 espèces séparées, dans des zones géographiques qui sont à la fois grandes, mais également à l'échelle de temps? Donc, vous voulez dire en fait que la nature se fiche de savoir si on fait des petites cases, tout ça, et qu'elle continue à faire comme elle le souhaite. C'est ce que tu disais en amorce du podcast. Mais alors, là, la question qui me vient, c'est quand est-ce qu'on a ressenti le besoin de classer le vivant ? Eh bien, les premières traces, on va dire, le vrai engouement premier qu'il y a eu pour la classification du vivant, c'est autour du XVIIIe siècle. On a eu plein de naturalistes européens qui ont entrepris des voyages à travers tous les continents, mais aussi tous les océans. Et ils ont découvert plein d'espèces animales, végétales, etc. Et ils se sont rendus compte que toutes ces espèces présentaient des caractères plus ou moins différents. Et ils ont commencé, alors un peu chacun dans leur coin, ils ne se sont pas tous vus en disant on appelle ça comme ça. Et ils ont commencé à dire ça c'est ça on va l'appeler comme ça. Alors ils ont tous donné des noms un peu différents, il n'y avait pas encore de classification, de normes, etc. à cette époque. Et ils se sont dit, voilà, ça c'est des espèces. Alors certains se basaient plutôt sur des critères visuels, d'autres sur des critères peut-être de couleur, d'autres sur des critères de forme, d'autres sur des critères de texture, peu importe. Mais ils ont commencé à se dire, ok, on a envie de parler de ce qu'on voit, on a envie de raconter ce que l'on a vu, et le meilleur moyen de raconter ce que l'on a vu, c'est de les nommer et donc de les classer. D'accord, c'est là qu'on a vu apparaître des bouquins avec des papillons, des dessins de fleurs. Ouais, tous les cabinets de curiosité, les choses comme ça, en fait, ça vient de là, en fait. Ça vient de ces découvertes, et d'un seul coup, on se rend compte que le monde qu'on connaissait un petit peu chez soi, quand
on va sur d'autres continents, dans d'autres océans, il est un petit peu différent ce monde-là et on a envie d'en parler. Et le terme espèce était déjà usité à l'époque, du coup c'était, Oui, alors le terme espèce vient du latin, il signifie apparence, aspect, type, de point de vue étymologique, et c'est pour ça qu'à l'époque, au début, les espèces étaient principalement définies sur des critères d'apparence physique, et comme du coup c'était un peu subjectif, c'est pour ça qu'on a eu une inflation taxonomique à cette époque-là. Certaines espèces étaient dénommées sous différents noms parce qu'on voit pas forcément la même chose en fonction de l'observateur, etc. Et dès 1734, on a Réaumur, qui est un physicien et naturaliste français, qui donne une définition de l'espèce. Et pour lui, l'espèce, c'est l'ensemble des êtres vivants, des corps, des substances, des figures ou des formes géométriques ayant des propriétés semblables. D'accord. Donc, c'est la première moitié du XVIIIe siècle. On commence à avoir cette définition de l'espèce. Actuellement, la définition de l'espèce qu'on utilise le plus, c'est Linné qui l'a posée dans son Systema Naturae, puisque c'est le premier à avoir essayé vraiment de faire une vraie classification des êtres vivants, avec une hiérarchie et avec l'espèce qui est la plus petite entité au-dessus de l'individu. D'accord, alors juste pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit, depuis quand la notion d'espèce s'est répandue ? C'est-à-dire, comment ça s'est joué ? Première moitié du XVIIIe siècle, je dirais, il y a les grandes découvertes, et puis Linné arrive avec son Systema Naturae, où vraiment il classifie. C'est un ouvrage qui a une grande répercussion, puisque du point de vue de la nomenclature, c'est encore celle qui a été établie par Linné. Sa classification est toujours utilisée aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de corrections parce que voilà, Linné était créationniste. Il pensait que c'est Dieu qui avait créé la Terre. Sa classification, c'était pour décrire l'ordre divin. Elle commençait par Dieu, comme toute bonne classification qui se doit, puis le monde, les océans, etc., un peu comme la Bible. Donc depuis, elle a été revue, et etc., corrigée. Mais c'est lui qui a quand même posé les bases de ce qu'est une espèce et de la classification du vivant. Et rappelons quand même que c'est Linné en 1758, dans la 10e édition du coup de son Systema Naturae, qui a pour la première fois proposé la classification de notre espèce Homo sapiens parmi les primates. Donc on est au 18e siècle et il y a un mec qui se dit « Ok, on va mettre Homo sapiens au même rang que les autres animaux ». Et on se dit, il s'était pas planté, en tout cas sur notre espèce, il s'était pas planté parce qu'on est bien des primates. Et bon, il avait rajouté, je crois que c'était les chauves-souris qu'il avait mis avec nous dans les primates. Avec nous. Puis bon, il nous avait quand même mis tout en haut des primates. Ah, il nous avait mis tout en haut des primates. Pourquoi on sait pas pourquoi. Mais je crois que c'était, je crois que c'était parce qu'il y a 5 doigts en fait sur les chauves-souris. C'est vrai qu'il avait classé par rapport à ça. Et je crois que c'était par rapport à ça qu'il s'était à vérifier. Mais je crois que c'est parce que un des critères des primates, même encore aujourd'hui, c'est les 5 doigts. Et les chauves-souris, si on regarde sur le squelette, il y a 5 doigts. C'est vrai qu'il avait utilisé ça. Mais bon, même s'il nous a mis parmi les primates, il nous avait quand même mis tout au-dessus. Hein. Enfin, on est au 18e siècle. Merci Linné quand même faut pas cette avancée. mais du coup, voilà. Petite question polémique, avant de revenir à Linné, là aujourd'hui, donc on sait que l'Homo sapiens, Homo sapiens est une espèce. Longtemps, on a parlé de race pour faire la différence entre les peuples. À partir de quand on s'est vraiment dit non, là, il y a un problème et on fait tous partie de la même espèce, hein. À partir du XXe siècle, je dirais. En fait, le problème, c'est que les travaux en paléanthropologie au XIXe siècle et début XXe siècle aussi ont posé beaucoup de problèmes du point de vue... les travaux étaient clairement racistes, on va pas se mentir. Ils étaient racistes et c'est pour ça qu'on a fini par supprimer le terme race, puisque les travaux... il y avait des chercheurs à cette époque-là qui voulaient juste montrer qu'il y avait une supériorité de la race blanche, comme ils disaient, par rapport à la race noire. Et du coup, ils essayaient de prouver que ça se voyait du point de vue du crâne, alors qu'il n'y a pas de différence morphologique suffisante pour dire ça. C'est la génétique qui a permis de dire stop, qui a mis un stop à l'utilisation de la race, puisque la génétique a prouvé qu'il n'y a que 0,01% de différence entre deux individus, quelle que soit leur origine géographique, et que par conséquent, il n'y a pas de différence entre différentes populations d'Homo sapiens, ce qui justifierait l'utilisation de race. Et d'ailleurs, j'ai dit 0,01%, mais c'est 0,1%. Ouais. D'accord. Ce qui reste très peu. Ouais. Ouais. Donc, et puis on rappelle évidemment, ça, je pense que les gens le savent, mais que Homo sapiens peut se reproduire avec n'importe quel Homo sapiens si tant est qu'il soit fertile. Oui, bien sûr, oui. Évidemment. Donc, pour revenir sur Linné, Linné considérait-il que les espèces qu'il classait évoluaient. C'est-à-dire, pour reformuler ma question, est-ce qu'il avait conscience qu'on était en cours d'évolution? Parce que vous parliez justement de son lien avec la religion. Est-ce que pour lui, on était arrivé en bout de course et que ça y est, l'être humain était parfait? Linné avait vraiment une vision fixiste de l'évolution.
Donc, il n'y avait pas du tout cette théorie de l'évolution qui arrivera en 1859 par Darwin. C'est d'ailleurs malheureusement une image, moi, qu'on m'avait enseignée. Je m'en suis rendu compte bien plus tard que finalement, on m'avait enseigné la vision fixiste de Linné. Mais ce truc de la girafe, il n'y a que les girafes qui ont le plus long cou, qui atteignent les feuillages et qui peuvent se reproduire, et que c'est pour ça que les girafes, finalement, ont tout un long cou. C'est parce que c'est elles qui se sont reproduites et qu'il y avait une évolution par rapport à ça. Et moi, en fait, on me l'avait expliqué comme ça. Ça, c'est de Lamarck. L'évolution. L'exemple des girafes avec le transformisme. Ouais. C'est avec Lamarck qui arrive un petit peu après Linné que vraiment on commence à avoir cette idée d'évolution. Alors Lamarck s'est un peu trompé avec le transformisme puisqu'effectivement ça fonctionne pas exactement comme ça. Mais c'est quand même l'un des premiers qui a mis cette idée d'évolution. Mais pour Linné, non. Linné, si on cite directement le Systema Naturae, pour lui, il y a autant d'espèces que l'être infini a produit de forme au début. D'accord. Enfin, ça s'arrête là. Et voilà, une fois qu'on a une fois que les espèces sont là, toutes les espèces, ça bouge plus. Ça bouge plus. D'accord. On sait comment ça fonctionne justement cette fameuse évolution, dans le sens où là tu disais non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, la girafe ne pop pas d'un coup. Je suppose que d'une espèce à l'autre, l'évolution diverge complètement. Enfin, nous on a évolué entre guillemets relativement vite. Tout est relatif évidemment, mais par rapport à d'autres. Alors l'évolution, telle que l'a posée Darwin, puisque c'est Darwin qui a posé en premier le principe d'évolution par la sélection naturelle, répond au même grand principe quelle que soit l'espèce. Après effectivement ça va être plus ou moins rapide en fonction des conditions du milieu, mais une espèce évolue si déjà de base elle a une diversité génétique et des mutations qui lui permettent d'évoluer. Pour reprendre l'exemple des girafes, par exemple, effectivement, si les girafes sont changées d'environnement et se retrouvent dans un environnement où les feuilles sont plus hautes, leur source de nourriture, qui va être avantagé ? Ce sont les individus qui portent la mutation qui fait qu'elles vont être plus grandes. Enfin, en tout cas, qu'elles vont avoir un plus long cou, puisque c'est la taille du cou qui joue surtout. Oui, elles vont pouvoir mieux se nourrir. Elles vont pouvoir mieux se nourrir. Par conséquent, elles vont pouvoir laisser plus de descendance, puisqu'on dit qu'elles ont une meilleure fitness, donc c'est-à-dire qu'elles ont une meilleure sélection reproductive. Et du coup, comme les mutations, ça fait partie de notre hérédité, de notre ADN, ça peut être transmis génétiquement à la descendance. D'accord. Donc cette mutation d'avoir un long cou va être transmise à la descendance, étant donné que ce sont ces individus-là qui ont plus de descendance, l'allèle qui porte cette mutation va se transmettre de plus en plus, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on va se retrouver avec une population où majoritairement les girafes auront un long cou. Les girafes avec un plus petit cou, soit se seront moins reproduites, soit seront carrément mortes si jamais n'ont plus d'accès à la nourriture. Donc la sélection, elle repose d'abord, avant tout, sur des mutations qui existent déjà au sein de la population. Et ça, j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que l'environnement change, d'un seul coup, il y a des mutations qui arrivent pour nous permettre de nous adapter. Non, la sélection ne fait que sélectionner des mutations qui existent déjà. Oui. Et parce que l'environnement change, une mutation peut donner un avantage à un individu qui va être... Ou un inconvénient à l'autre. Ou un inconvénient, etc. Mais les mutations sont déjà là avant. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle. Quand on a cette vision un petit peu de l'évolution... basique où les gens se disent c'est pour améliorer l'espèce, etc. Moi, j'aime beaucoup l'exemple des paons qui ont cette très longue queue, qui n'est pas du tout un avantage pour survivre dans la nature d'avoir cette très longue queue. Et en fait, c'est juste que c'est ceux qui ont les plus belles queues qui plaisent le plus aux femelles et donc qui se reproduisent le plus, mais c'est pas du tout un caractère qui a été sélectionné pour s'adapter à un environnement ou pour mieux survivre ou pour aider l'espèce à survivre, parce qu'on entend souvent aussi le but d'une espèce c'est de survivre. Dans ce cas-là, les paons, ils n'avaient pas envie de vivre apparemment, la taille de leur queue. A priori, ni les koalas, mais on va pas... disons qu'en fait, le problème, c'est que là, il n'y a pas que la sélection naturelle. Ce dont Alexia parle, c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Oui. Et déjà, Darwin, dans son deuxième ouvrage, parce que Darwin n'a pas publié que l'origine de la vie, il a publié un autre ouvrage derrière, où il en parle et où il sépare déjà les deux, et où effectivement, les intérêts de la sélection sexuelle ne sont pas forcément les mêmes que les intérêts de la sélection naturelle et les intérêts pour la survie de l'individu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on nous explique l'évolution, etc., on a tendance à faire un amalgame des deux. Mais en fait, c'est différent, comme l'a dit Alexia. C'est pas parce qu'un individu va avoir un avantage sexuellement que du point de vue de la survie de l'individu en lui-même, ça lui donne un avantage. C'est le cas des paons, c'est le cas des cerfs, par exemple, où les mâles ont tendance à avoir des ramures de plus en plus grosses, importantes pour séduire les femelles, mais ça engendre un coût énergétique très important. C'est plus difficile de se déplacer dans des environnements fermés si vous avez évidemment des ramures très grandes, et ça affaiblit les mâles au point qu'après la saison de la reproduction, ils sont tellement affaiblis qu'ils ont tendance à succomber plus facilement à des prédateurs ou à des maladies par exemple. Ah d'accord. Donc l'évolution est quand même
c'est quand même plus compliqué que juste l'histoire de la sélection naturelle. Il y a des forces parfois qui sont un peu antagonistes et tout ne concourt pas forcément à l'avantage de l'individu, à ce qu'il soit plus évolué dans son milieu, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord, parce qu'on en parlait en off quand on est arrivé ici. Tu me disais tout à l'heure que de toute façon, il y a beaucoup d'espèces qui finissent par s'éteindre d'elles-mêmes sans avoir eu de prédateur particulier. Oui, c'est le propre d'une espèce de finir par disparaître. Donc soit elle disparaît sans qu'il y ait de continuité dans la lignée phylogénétique, soit elle va par exemple se transformer. J'aime pas trop le terme se transformer. Bon, sur le long terme, elle va peut-être évoluer pour devenir une autre espèce. Et dans ces cas-là, on a une continuité. D'accord. Donc il y a une évolution de l'espèce. Elle devient une autre espèce et on ne parle plus de l'espèce précédente. Et parfois, il y a tellement de transformations qu'on en vient à confondre les mammouths et les éléphants qui ne sont pas forcément parents ou ce genre de choses. Et je commence à mieux comprendre. Alors, pour revenir sur notre sujet... Bon, je commence à comprendre que les espèces n'existent pas, mais alors, elles ont beau ne pas exister, mais comment est-ce qu'on les nomme? Parce qu'on utilise quand même la notion d'espèce pour classifier. Oui, durant le XXe siècle, du coup, il y a eu des congrès internationaux de botanique et de zoologie où on s'est dit, bon, écoutez les gars, on a plein de noms d'espèces, c'est un peu compliqué de savoir qui parle de quoi, quand ou comment, il va falloir qu'on se mette d'accord. Et comme le disait Mathilde plus tôt dans le podcast, on a gardé la manière de nommer les espèces qui était utilisée du coup par Linné. C'est-à-dire que nous avons un nom de genre, dans notre cas c'est Homo, et on a ensuite derrière l'espèce qui elle est avec une lettre minuscule. Attention, c'est très important parce que je vois tout le temps écrire Homo sapiens avec un H majuscule et un S majuscule. La majuscule n'est que sur le genre, d'accord? Donc Homo sapiens. Ces noms d'espèces sont normalement toujours écrits en italique. Ça fait partie des règles de la nomenclature. Et un autre principe qui est très important en taxonomie, c'est le principe d'ancienneté. C'est-à-dire qu'on va garder toujours son nom en fait, d'espèce, même si elle change de genre. Et on a l'exemple en paléanthropologie. Pithecanthropus erectus était le nom en fait, qui était donné à ce qui est devenu par la suite Homo erectus. Donc on a Pithecanthropus erectus a été rajouté dans le genre Homo, mais on a gardé Erectus, qui était son nom d'espèce, qui est écrit avec un E minuscule, je le rappelle. Attention, elle va s'énerver. Attention. Non, mais c'est vrai que quand on le voit même dans les magazines, dans les médias de vulgarisation scientifique, toujours les deux en majuscule, on se dit mais c'est pas possible quand même, c'est la base de non, mais surtout, de la taxo. Je suis en train de me dire que je vais repasser sur mon propre site pour mettre Homo sapiens en italique. J'ai bien compris, ah, voilà. Je vais corriger partout. C'est bon, vous avez tous compris. Bon, voilà. Et donc voilà comment on nomme globalement une espèce. Mais alors, question parallèle à ça, je suppose que comme de toute façon la nature a été étudiée par beaucoup de personnes différentes, certainement qu'il y a certaines espèces qui ont eu à un moment donné plusieurs noms. Comment ils se sont mis d'accord in fine pour dire bon bah voilà, ce sera, le genre c'est ça, l'espèce c'est ça. Alors pour le nom d'espèce, d'après le principe d'antécédent, c'est le premier nom d'espèce qui a été donné d'un point de vue historique. D'accord. Donc de ce point de vue-là, après, c'est plutôt des recherches. Après, pour le genre, ça, ce sont les débats entre taxonomistes, donc les personnes qui font la classification du vivant, pour savoir si c'est plutôt ce genre-là ou ce genre-là. Après, ça, ce sont des débats qui parfois peuvent être assez longs. Jusqu'à un éventuel consensus. Voilà, jusqu'à un consensus qui est trouvé au sein de la communauté. D'accord. Ok. On en a parlé lors de notre toute première émission, mais on est bien d'accord que notre espèce ne s'appelle pas Homo sapiens sapiens. Non. C'est un troll gratuit. Voilà. Non, ça ne s'appelle pas Homo sapiens sapiens, c'est une dénomination qui est obsolète maintenant, puisque Homo sapiens sapiens, on l'utilisait surtout au XXe siècle, surtout dans les années 1970, parce qu'on considérait que Néandertal et Homo sapiens appartenaient à la même espèce, et par conséquent, on avait Homo sapiens sapiens d'un côté qui nous désignait, et de l'autre côté, on avait Homo sapiens neanderthalensis, pour désigner Néandertal. Mais depuis, avec la découverte de nouveaux fossiles, les apports de la paléogénétique, etc., on s'est rendu compte que Néandertal et Homo sapiens sont bien deux espèces séparées. Du coup, c'est devenu Homo sapiens pour notre espèce et Homo neanderthalensis pour Néandertal.
D'accord. Je profite de ton petit message et voilà ce petit trait d'humour pour rappeler aux gens qui nous découvrent avec cette émission que lors des premières émissions, nous avons justement eu l'occasion de parler de ce sujet et de parler aussi génétique. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter si jamais cette émission vous plaît. Et pour revenir sur ce que nous sommes en train de dire, moi la question que je me pose, et surtout par rapport à la découverte de l'espèce, c'est quelle a été la première espèce d'hominine découverte? Ah, et là aussi, en fait, la réponse est compliquée, même là-dessus. Ah, mince. Alors, si on part du principe que c'est la première espèce réellement dont on a découvert les fossiles, oui. C'est Néandertal, parce que ça a été découvert en 1856. D'accord. Mais il n'a pas été reconnu comme une espèce à part entière à ce moment-là. Voilà. D'où le commentaire de Mathilde juste avant, d'accord, voilà. Je commence à mieux comprendre. Mais par contre, si on se base vraiment sur ta question, quelle est la première espèce qui a été nommée d'hominine, eh ben, c'est en 1894 à Trinil a été découvert celui dont je parlais tout à l'heure, Pithecanthropus erectus par Eugène Dubois, qui est devenu par la suite Homo erectus. Voilà, donc vous choisissez, soit vous basez c'est Néandertal, soit c'est Pithecanthropus erectus, ça dépend ce que vous prenez comme première espèce. D'accord, bon on n'a qu'à prendre les deux comme ça, on se... Fin 19e. Fin 19e, on prend pas de risque. Fin 19e. C'est bon. Et alors, toujours dans cette même lignée de questions, comment on définit, ou comment sont définies les espèces en paléoanthropologie? Eh bien, c'est compliqué, parce que... Désolé, j'arrive avec des questions compliquées aujourd'hui. Pardon, c'était pas fait exprès. Le problème avec les fossiles, c'est qu'il y a certains critères qu'on ne peut pas tester. Par exemple, le critère d'interfécondité pour la définition biologique de l'espèce. Comment on fait pour le tester sur des fossiles? Vous avez beau mettre les fossiles côte à côte, il va pas se passer grand-chose. Oui. Donc, t'as essayé, Mathilde, avant de dire ça? En vrai, pour les étudier, il s'est rien passé. En tout cas, je n'ai rien vu. Après, dans les trucs où ils sont conservés, on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, a priori, c'est pas un critère qui peut être utilisé, l'interfécondité. D'accord. Donc, du coup, comment est-ce qu'on fait? Généralement, en paléanthropologie, les espèces sont définies sur des critères morphologiques. C'est ce qu'on appelle la diagnose. La diagnose d'une espèce, en fait, c'est la liste des caractères morphologiques et anatomiques qui sont caractéristiques de cette espèce. Et cette liste de caractères, elle est établie à partir de ce qu'on appelle un holotype, c'est-à-dire le spécimen de référence pour l'espèce. D'accord. Généralement, historiquement, c'est souvent le premier fossile qui est découvert, qui finalement on nomme cette espèce, qui est attribué, qui devient l'holotype. Alors parfois, ça pose des problèmes. Maintenant, il y a là aussi la notion de paratype. On a des problèmes parfois quand l'holotype est un immature, notamment. Normalement, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en paléanthropologie. On ne définit pas une espèce à partir d'un individu enfant ou adolescent, parce qu'il n'y a pas l'ensemble des caractères qui est présent, puisqu'il est encore en train de se développer. Parfois, on n'a pas le choix. Mais ouais, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça arrive C'est déjà arrivé au Mont Antecessor. Ouais, Australopithecus africanus. Oui, la première espèce d'Australopithèque découverte, c'est un juvénile qui a été découvert. Alors, c'est pour ça que maintenant, il y a des paratypes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres individus adultes qui viennent compléter la liste de caractères parce que se baser sur un immature, ça pose problème. Alors, je pose une question naïve, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il y a la découverte d'un fossile, on décide de dire ok, puisqu'on n'en a pas d'autres, clairement a priori il a l'air enfant, mais on le fait quand même, et que plus tard on découvre des adultes et qu'on n'est pas certain que ce soit la même espèce, et pourtant on découvre des années après finalement que c'était la même. Est-ce qu'on la renomme? Et d'ailleurs, de manière même globale, en référence à la question qu'on posait tout à l'heure, où je me disais, oui, si jamais il y a deux personnes qui discutent entre elles, qu'elles ne sont pas d'accord sur le classement, est-ce qu'il arrive de renommer des espèces? Ça arrive. On les reclasse? Ça arrive de les reclasser. Alors, pour la question des juvéniles, c'est encore jamais arrivé que parce que c'est un immature, on ait décidé de le reclasser. Il y a quand même certains caractères qui sont quand même diagnostiques, mais disons que c'est là où en fait on intervient la notion de paratype, où on vient compléter avec des individus adultes pour compléter la définition. Après, oui, il y a eu plusieurs fois au cours de l'histoire de la paléanthropologie où on a renommé les espèces pour au final les renommer pareil après, mais c'est le problème en paléanthropologie, c'est qu'on n'a quand même pas grand-chose pour pouvoir définir les espèces, principalement des critères morphologiques. Et au début, au XXe siècle, quand il a commencé à avoir toutes ces découvertes de fossiles, il n'y avait pas beaucoup de fossiles pour les comparer. Dès qu'on découvrait un fossile, en fait, on avait l'impression qu'il était différent de ceux qui étaient déjà découverts. Et par conséquent, on avait tendance à créer une nouvelle espèce.
C'est aussi la difficulté, en fait, c'est qu'on l'a pas forcément encore trop abordé, mais au sein d'une même espèce, il y a quand même une variabilité entre individus. Que ce soit notamment entre mâles et femelles, il y a la question du dimorphisme sexuel, mais même s'il y a un dimorphisme sexuel, par exemple, si on prend que les femelles, il y a aussi une variabilité des individus, parce que voilà, on n'est pas des clones, on n'est pas tous identiques. Donc, où mettre la barre pour dire c'est bien la même espèce, c'est juste qu'en fait, elle a une grande variabilité, ou non, c'est pas la même espèce parce que ça sort. Il y a des espèces qui ont plus ou moins de variabilité aussi au sein de la même espèce. Homo sapiens, par exemple, est une espèce qui a très peu de variabilité. C'est pas le cas, par exemple, des gorilles, où il y a un dimorphisme sexuel qui est très important entre les mâles et les femelles. Pourtant, c'est quand même bien la même espèce. Et donc, effectivement, au XXe siècle, il y a eu tendance à une inflation taxonomique. Il y a plein d'espèces qui sont apparues, qui ont été nommées. Oui, en fait, et c'est après, dans les années 1950-1960, on s'est dit, maintenant, on en a plein. Ça devient compliqué, finalement, de discuter de tous ces fossiles que l'on a découverts. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont fait ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui sous le nom de théorie synthétique de l'évolution. Ils ont essayé de réduire drastiquement le nombre d'espèces et de genres. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait que Australopithèque et Homo chez les hominines à ce moment-là. Oui, ils ont tout rattaché. Alors qu'avant, on avait du Sinanthropus, du Télonthropus, du Pétécanthropus en Asie. Et là, ils ont dit stop. Et ils ont tout réuni, soit sous le genre Homo, soit sous le Australopithèque. Oui, c'est ça, Australopithèque et genre Homo. Et après, dans les années 1970, il y a eu plein de découvertes en fait en Afrique de l'Est. Et dans les années 80, du coup, on s'est posé la question de tous ces fossiles là, d'Afrique du Sud, de l'Est aussi, d'Indonésie, de Chine. Est-ce que tout ça, finalement, ça appartient réellement déjà au même genre et réellement à la même espèce ? Et c'est notamment là où on a décidé de séparer deux groupes. Alors, on entend souvent parler de Homo erectus, mais en fait, qui correspondrait plutôt à des individus d'Asie. Mais il existe aussi Homo ergaster, qui correspondrait plutôt aux individus d'Afrique. Et vraiment, quand on voit les fossiles, on voit une vraie différence entre ces individus. Ils n'ont pas créé une espèce comme ça pour se faire plaisir. Mais voilà le genre finalement de... Ouais, donc c'est arrivé... Parce qu'en fait, on avait Homo erectus qui était partout. On est à quelle période, là, quand ça s'est produit ? Ça, c'était plutôt 1970. En fait, pour récapituler... C'est récent. Hein. Ouais, c'est vraiment récent. Ouais. Pour récapituler, en 1950-60, on décide de tout réunir, soit sous Australopithèque, soit sous Homo erectus, ce qui fait qu'on se retrouve avec du Homo erectus absolument partout. Les fossiles d'Asie, c'est Homo erectus, Afrique, c'est Homo erectus. Même en Europe, où il y avait une autre espèce, Homo heidelbergensis, on décide de la ramener sous le nom d'Homo erectus. Sauf que quand tout s'appelle pareil à l'échelle internationale, en fait, on comprend plus grand-chose du point de vue des relations de descendance, d'ancestralité, de phylogénie, etc. Et dans les années 1970, avec toutes les découvertes, comme l'a expliqué Alexia, on resépare. On sépare d'un côté Homo erectus en Asie, Homo heidelbergensis revient en Europe et Homo ergaster en Afrique. Oui, je suppose que nos compétences grandissantes en génétique ont certainement aussi contribué à mieux classifier les espèces. Alors, pour le coup, dans les années 1970, la paléogénétique bien sûr, pas. Oui. Là, je pensais plus de manière encore plus récente. Aujourd'hui, si jamais il y a une découverte et que le matériel génétique est exploitable, je suppose que ça aide à ça a aidé une fois pour l'homme de Denisova. Voilà. Après, je pensais que c'était plus important que ça, tu vois. Non, la génétique, on s'en sert pas trop pour vraiment distinguer les espèces. Juste une fois, on a identifié une espèce strictement d'un point de vue génétique, c'est l'homme de Denisova. On en a déjà parlé dans l'épisode en paléogénétique. Mais sinon, non, c'est pas trop utilisé. C'est vraiment plutôt en paléanthropologie, on s'appuie vraiment sur les caractères morphologiques, anatomiques. D'accord. À partir de là, on en déduit des scénarios phylogénétiques, cladistiques, etc., à l'aide de modèles mathématiques et de statistiques. Mais la génétique, non, pas trop. Donc en fait, tous ces noms-là, ils permettent, si je vous suis bien, de comprendre notre histoire, par où on est passé, les éventuelles évolutions de peuplage géographiquement parlant. C'est quand même plus facile. Si tout s'appelle Homo erectus partout, en fait, il n'y a plus grand-chose à chercher, en fait. Tout est juste Homo erectus, et puis c'est Homo erectus qui a évolué, puis point. Et c'est impossible d'étudier les histoires évolutives s'il y a tout qui porte le même nom. D'accord. C'est trop difficile à distinguer. Ouais. Et après, la difficulté, comme le disait Mathilde, c'est de savoir où on met le curseur finalement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats, qu'il y a des débats sur des fossiles des fois. Je pense notamment à un fossile sur lequel j'avais eu la chance de travailler, STW53. Il y a un débat en fait de savoir est-ce que c'est plutôt un australopithèque, s'il appartient plutôt au genre Homo. Mais bon, quand on sait que même les australopithèques, il y a des débats pour... on sait que c'est pas une lignée monophylétique avec un seul ancêtre commun chez les australopithèques, il y en a au moins 2. Donc, est-ce qu'on doit garder tous ces fossiles sous le même genre australopithèque ? Ils sont plutôt pour dire non, les paléanthropologues, mais pour l'instant, ils ont quand même encore toujours ce nom de genre australopithèque. Enfin, quand on voit, en fait, c'est plein de débats comme ça à l'intérieur des genres, à l'intérieur des espèces. Mais ces débats-là, ils sont nécessaires
pour pouvoir parler de l'histoire évolutive. Malheureusement, on ne peut pas passer à côté. Donc même si les espèces n'existent pas au sens biologique du terme, dans la nature, néanmoins, le concept existe et le concept est très important pour pouvoir décrire le vivant, parler du vivant et comprendre l'histoire évolutive du vivant. D'accord. En fait, finalement, je pense qu'avec cette phrase-là, tu commences à... Enfin, moi, je comprends mieux le fait que, d'accord, en soi, dans la nature, les espèces n'existent pas, mais nous, on en a besoin pour comprendre et pour classer et finalement mieux s'approprier notre environnement. Ouais, c'est effectivement beaucoup plus clair. J'espère que grâce à ça, les gens vont comprendre, parce que souvent on voit sur les réseaux sociaux, ils disent mais les chercheurs ils sont pas sûrs, ils devinent, ils savent pas ce qu'ils font, etc. Non, en fait c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des critères, il y a des listes qui sont établis par rapport à ces critères, en fonction des reconstitutions, en fonction de la conservation des fossiles. Il y a des discussions, est-ce qu'on est plutôt dans de la variabilité dont parlait Mathilde au sein même de l'espèce? Est-ce qu'on est sur du dimorphisme sexuel entre mâles et femelles? Est-ce qu'on est sur vraiment des espèces différentes? Où c'est qu'on met le curseur sur les espèces? Ça ne veut pas dire que les chercheurs ne savent pas ce qu'ils font, ils discutent sur des vrais critères, sur des vrais caractères, et effectivement, ensuite, par rapport à cette discussion qui est réelle sur des vrais caractères, ils vont choisir ou non de rapprocher un individu d'une espèce et d'un genre, bien évidemment. Mais tout ça, c'est argumenté. Bien souvent, malheureusement, dans les médias, il y a juste la conclusion du chercheur en disant « ce chercheur décide que ça, c'était l'espèce ». Mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout ce qui est dit dans la recherche. Et j'espère vraiment que le podcast d'aujourd'hui va permettre de mieux faire comprendre à nos auditeurs pourquoi il y a parfois des changements de nom au sein des espèces, pourquoi parfois un même fossile peut être nommé d'une certaine manière et quelques années après nommé différemment. C'est pas que les chercheurs ont fait n'importe quoi il y a quelques années, c'est juste que voilà, en fonction des critères, en fonction des fossiles que l'on découvre, parce qu'on en découvre de plus en plus, alors pas parce qu'on on fait de plus en plus de recherches, malheureusement des fois même les fouilles archéologiques sont plutôt limitées à cause des financements, mais parce qu'on en connaît de plus en plus au fur et à mesure des années, et effectivement ça nous permet de mieux délimiter ce que nous on va considérer comme une espèce. De toute façon, au même titre que dans tous les domaines, quand on apprend qu'on s'est trompé à un moment donné, on se réadapte. Je suppose que c'est pareil dans le milieu de la préhistoire au sens large du terme. Ça semble assez logique. Écoutez, Mathilde, Alexia, un énorme merci une fois de plus, parce que là, je repars encore avec plein de choses. En tout cas, j'ai bien retenu que l'espèce était une notion vraiment, pour le coup, humaine, et qu'elle nous permettait de mieux comprendre notre environnement, et que, que dans la nature, c'était évidemment beaucoup plus subtil et fluide que ça. Mais je rappelle à nos auditeurs et nos éditrices qui peuvent nous retrouver sur prehistorytravel.com, où on va retrouver évidemment l'ensemble des podcasts, mais également toutes nos vidéos, vos écrits, parce qu'il y a aussi beaucoup d'écrits, et éventuellement, si jamais vous cherchez à rentrer en interaction, vous pouvez proposer à Mathilde ou à Alexia de venir vous visiter, puisque vous faites également des cours, des conférences, j'en passe et des meilleurs, et que si jamais vous souhaitez nous écrire, vous pouvez également utiliser notre adresse mail, à savoir silex@prehistorytravel.com, et on sera non seulement déjà très heureux de vous lire, mais en plus, si jamais vous nous écrivez pour le podcast, on répondra à la question. En tout cas, on essayera de faire ça pendant le podcast, histoire que vous ayez une véritable interaction avec nous. Nous, on va se dire au revoir. Et Mathilde, oui, malheureusement. Alexia, merci beaucoup. Le temps passe vite. Oui. Le temps est passé très vite. Merci TMDJC. Avec grand plaisir. Une fois de plus, d'être avec nous et de supporter nos multiples réponses à base de on n'a pas de réponse. C'est plus compliqué que ça, oui, mais non. Non, moi j'aime bien ce moment où j'arrive avec une question que je me dis ça c'est naïf, de toute façon ça va répondre en deux, et puis non, moi j'aime bien. À chaque fois j'apprends des trucs, je suis vraiment très très heureux de faire partie de cette aventure. Je vous fais des gros bisous à tous en respectant les gestes barrières et le consentement, c'est toujours très important. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. À bientôt.
MDJC Creations. Prehistorytravel.com